Vigne Audio présente Le Serment calabrais par Adrien Vigne, lu par Pierre-François Orsini. Vivre dans un monde où nul n'est pardonné, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre en enfer. La plaisanterie, Milan Kundera. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu, chapitre 7, verset 26. Prologue. Reggio di Calabria, 2012. L'Alfa Romeo explose devant mes yeux dans une déflagration qui la souffle et la soulève de terre. Lorsqu'elle retombe, ce n'est plus qu'une carcasse que l'essence consume. Insensible aux tirs nourris qui s'abattent sur les autres voitures du convoi et leurs occupants, immobile dans la voiture de queue, je contemple l'amas en feu. Malgré le danger, je ne réussis pas à détacher mes yeux du brasier, n'osant imaginer les corps calcinés de mon ami et des carabiniers qui l'accompagnaient. L'inspecteur et le carabinier des forces spéciales qui m'escortent sont déjà à couvert, protégés derrière des voitures en stationnement. Plus exposé aux tirs des assaillants, notre chauffeur se laisse rouler au sol à son tour, après avoir alerté les secours à la radio. Il rampe, en direction du terre-plein végétalisé qui sépare les voies de circulation. Abrité derrière une Peugeot, l'inspecteur me presse de me mettre à couvert. Voyant que je ne réagis pas, il se glisse dans l'habitacle et me tire par la manche. « C'est vous qu'il vise! Bougez-vous, bordel !» Le moment d'éternité, le silence, le vide que je ressens à la disparition brutale de mon ami d'enfance, s'effacent brusquement pour me plonger dans le moment présent, le bruit et la fureur. Prenant enfin conscience du danger, je me glisse, menotte au poignet, hors de l'Alfa Romeo entre l'inspecteur et le carabinier. Le nuage de fumée noire qui s'élève de la carcasse de la voiture, retenu par le feuillage dense des platanes de la Piazza Sant'Anna, masque les assaillants. Dans cette ambiance apocalyptique en pleine ville, les détonations maintenant sporadiques des armes automatiques, le sifflement des balles, leurs impacts sur les carrosseries, confèrent un aspect irréel à notre situation. Si proche géographiquement et pourtant si loin au moment présent du palais de justice de Reggio di Calabria. À couvert derrière la Peugeot, l'inspecteur se redresse pour évaluer la situation. Accroupi près de lui, le carabinier le couvre balayant avec son arme le côté de la rue d'où provient l'attaque. Un tir mieux ajusté que les précédents immobilise le conducteur. Blessé, il geint doucement sur la chaussée. L'inspecteur fait un signe au carabinier qui hoche la tête. Couvert par le feu nourri tiré par ce dernier, l'inspecteur s'élance à découvert pour amener notre chauffeur à l'abri. À cet instant, une grenade rebondit sur la carrosserie de l'Alfa Romeo, roule au sol et explose quelques mètres plus loin, projetant des éclats mortels. Touché, l'inspecteur s'effondre sur le terre-plein. Le carabinier, dernier survivant du convoi, le hèle en vain à plusieurs reprises. Je lis la haine dans le regard de ce dernier lorsqu'il se retourne vers moi. Livre 1, Giorgio. Chapitre 1. Nous habitions un village perdu à flanc de montagne, dans l'Aspromonte, cette dorsale montagneuse qui divise le sud de la botte de l'Italie. Sa rue principale, la seule du village, tout en pente, était encore en terre battue. Elle menait à la place de l'église qui dominait le village de son clocher. Dans sa partie basse, la route, si l'on peut appeler ainsi ce chemin de terre, cheminait suivant les accidents du terrain et de la roche jusqu'à la vallée, quelques kilomètres en contrebas. Les maisons en briques ou pierres du pays étaient construites de part et d'autre de la rue, sans régularité ni code de construction, chacune s'adaptant aux aléas du terrain et aux moyens de ses habitants. À l'époque, dans les années 60, les ânes étaient encore très présents car ils étaient le seul moyen de transport pour acheminer les légumes vers les marchés des alentours. Légumes cultivés dans les multiples terrasses qui entouraient le village. Quelques porcs, dont nous partagions la viande entre familles, se promenaient librement entre les maisons à la recherche de nourriture. Je me souviens que nous fêtions quelques saints et saintes au cours de l'année.
La plus belle fête était celle de la très sainte Vierge Immaculée en décembre, à qui nous rendions hommage en procession. Notre langue était un patois, un mélange de grec et d'idiomes de la province. Plus tard, les élèves de la plaine se moqueront de mon accent et de mon vocabulaire que je m'empresserai alors de perdre pour mieux m'intégrer. Avant ma naissance, mes parents avaient perdu un premier enfant, une fille, à l'âge de 18 mois, puis un garçon, un an plus tard. Aussi, lorsque je naquis et survécus, ils décidèrent qu'un seul enfant suffirait à leur bonheur. Entouré de notre famille et de nos voisins, je coulais une enfance simple et heureuse, car peu d'événements venaient la troubler. Pourtant, à cette époque, la Calabre connaissait encore régulièrement la famine et la misère. Cependant, lorsque vous avez 5 ans, la gravité de ces événements vous échappe, tout concentré que vous êtes à courir les bois de chêne verts avec vos cousins et vos amis. Vous perceviez bien que la vie des adultes était difficile et vous vous interrogiez parfois, mais l'insouciance de l'enfance reprenait vite le dessus. Seuls les signes extérieurs vous marquaient. Ces marches silencieuses des aînés tous habillés de noir suivant la carriole tirée par un âne ou reposait un cercueil, en direction du cimetière. Vous sentiez leur tristesse et leur colère au ton des voix, des messes basses et parfois des éclats sur la place du village. Le village était petit et vous remarquiez la disparition d'habitants que vous croisiez d'ordinaire. Des vieux, des jeunes, des enfants. Mais la vie continuait et sans les oublier, vous n'y pensiez bientôt plus car le quotidien de l'enfance vous accaparait. Vos proches faisaient bonne figure et les autres villageois masquaient leur peine derrière ces visages fermés, gais avenants qu'ils affichaient de tout temps. La mort. Sans réellement en réaliser la profonde signification, vous appreniez à vivre avec. Elle faisait partie du paysage et se nichait au plus profond de vous comme un lointain parent. Bien que la solidarité entre villageois assurât la survie dans nos vallées de l'Aspromonte, loin de l'agitation de la plaine, ses habitants étaient des gens durs. Leurs histoires, des jalousies, des rivalités puisant souvent leur source dans des conflits des générations précédentes, entraînaient des règlements de compte à coups de chevrotine, ajoutant à la pauvreté, à la misère, aux maladies tueuses d'enfants, le règne de la violence. Moi, enfant, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était de me retrouver avec Franco, mon meilleur ami, pour observer silencieusement la vie animale. Si nous étions respectueux, elle nous laissait découvrir ses 1001 secrets. L'allée et ses marcassins, une biche s'abreuvant à l'eau d'une source, une nuée de papillons voltant autour d'un chêne-liège, les trilles joyeuses des oiseaux cachés dans la canopée des grands arbres. Le matin, les sous-bois portaient les traces de visiteurs nocturnes que nous tentions de pister, souvent en vain. Nous étions alors si jeunes et inexpérimentés. Durant ces journées inoubliables, s'effaçaient les questions que nous nous posions à propos des grandes personnes, jusqu'à ce que les événements de l'été 1970, la révolte des citoyens de Reggio, soutenue par les néofascistes et la 'ndrangheta, à la suite de la décision gouvernementale de transférer le siège de la capitale régionale de Reggio à Catanzaro, bouleversent à tout jamais nos vies. Dans les mois qui suivirent, assis autour de la table après le dîner, dans la maison que nous partagions avec la famille de Franco, son père, Giuseppe, et le mien, amis depuis leur enfance, évoquaient des mots que je ne comprenais pas mais dont le sens semblait les réjouir. Sans que je susse pourquoi, un beau matin, nous quittâmes le village pour nous installer en ville. Nous, c'est-à-dire Laura, la mamma, Ettore, mon père, Giuseppe, Alba, sa femme, et Franco, leur fils. Les autres, comme mon oncle et sa famille, préférèrent rester au village. Les mots Paquetto Colombo résonnent aujourd'hui si bizarrement. À l'époque, ce sont eux qui ont entraîné nos familles à s'installer à Gioia Tauro. À la suite des émeutes, des barrages routiers et ferroviaires, des actions violentes qui bloquèrent l'économie du pays durant 8 longs mois et obligèrent le gouvernement à faire appel à l'armée pour mater la révolte. Le président du conseil d'alors, Emilio Colombo, annonça un plan d'industrialisation de la Calabre et de la Sicile, avec notamment la création de filières dédiées à l'acier et à la mécanique dans la plaine de Gioia Tauro, ainsi que le développement de son port. Mon père et Giuseppe étaient forgerons. Ils façonnaient dans leurs forges les outils qu'utilisaient les paysans des villages alentours. Profitant de l'effet d'aubaine économique qu'apporta quelque temps ce plan de relance, ils déménagèrent leurs forges à Gioia Tauro
et offrir leurs services à divers contracteurs en charge de développer le port. La compétence qu'ils apportèrent, la qualité de leur travail et leur sérieux les rendit rapidement indispensables à de nombreuses autres entreprises qui firent appel à leurs services. En peu de temps, j'avais maintenant 11 ans, notre vie changea et le petit paysan qui était arrivé en ville, terrorisé par l'activité bourdonnante et le bruit de la civilisation, s'était aguerri et parcourait les rues de Gioia Tauro sans crainte. Sans crainte, si ce n'est des balles perdues lors des règlements de compte entre ndrine, ces clans mafieux regroupés autour d'une famille, luttant pour le contrôle d'un quartier ou d'une activité. À cette époque, la prostitution et la contrebande étaient les principales sources de conflits. La drogue, bien que depuis toujours présente dans les trafics, ne venant définitivement bousculer cet ordre bien établi que quelques années plus tard. Après une première année chaotique, nous emménageâmes dans une vraie maison avec un jardin. Mon père venait déjeuner avec nous le midi, la maman préparait la pasta et quelquefois même de la viande. Le dimanche, le seul jour de repos de la semaine, Alba et la maman allaient à la messe, tandis que nos pères nous emmenaient, Franco et moi, contempler le chantier de construction du port ou jouer au calcio, et parfois boire un lait d'amande sur la terrasse du café de la grande place. L'usine, car la forge s'était agrandie, avait son propre camion dans lequel le dimanche, il arrivait que papa nous emmenât faire un tour. La seule ombre au tableau était l'école. Au village, l'instituteur s'absentait régulièrement de l'unique classe qu'il dirigeait. Mais ici, tout était trop bien organisé et pas question d'y échapper, d'autant que la mama, comme le papa, suivait de près mes résultats. Heureusement pour moi, Franco était le meilleur élève de la classe et je trouvais avec lui le soutien nécessaire pour recopier ses devoirs. Chapitre 2. Ce fut un dimanche après-midi, à l'heure où les pères s'assoupissent devant leur verre de grappa après un copieux déjeuner dominical, où les mères discutent entre elles, un dimanche comme tant d'autres que nous avions passé ensemble sous la pergola de la terrasse avec les parents de Franco, que notre monde s'effondra. Accroupis sur le tapis de la salle à manger, à l'ombre des volets en bois tirés pour nous préserver du soleil, nous jouions, Franco et moi, à sette e mezzo. Une fois encore, Franco l'emportait. J'entendais Giuseppe, à travers la fenêtre entr'ouverte, évoquer leur prochaine commande d'acier pour un nouveau chantier. Laura, la mama, passa la tête par la porte ouverte de la cuisine tout en essuyant un plat en porcelaine. « Qui a gagné cette manche ? Moi, madame !» répondit énergiquement Franco. Je m'entends encore répondre en jetant mes cartes sur le tapis. « J'en ai marre. Je perds toujours. Allons, Giorgio, ne sois pas mauvais perdant. Tu vas gagner la prochaine. » Franco, Alba devrait revenir d'ici peu et vous rentrerez. Ton père a besoin d'une bonne sieste. Alors qu'elle finissait sa phrase, à l'extérieur, la voix agacée de mon père s'éleva. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le raclement des fauteuils en rotin sur le carrelage de la terrasse. Le bruit métallique des culasses que l'on arme traversa l'espace. « Que voulez-vous ? Non, attendez !» tenta nerveusement Giuseppe. « Vous faites erreur. Nous pouvons encore nous entendre !» furent les derniers mots que prononça en suppliant mon père. La fusillade se déchaîna sur eux. Des balles traversèrent les volets, faisant exploser le plâtre du mur derrière nous. La mama se jeta sur nous et nous entraîna à l'abri sur la lourde table en bois de la salle à manger. Elle nous couvrit la bouche avec ses mains d'un geste impérieux, nous intimant le silence. La fusillade sembla durer une éternité, puis s'arrêta aussi brusquement qu'elle avait débuté. Le temps s'était figé. Le claquement d'un pas qui s'approche résonna sur le carrelage de la terrasse, derrière notre fenêtre. 2 coups de feu nous firent sursauter, suivis du bruit d'une cavalcade, bientôt couverte par le moteur rugissant d'une automobile, s'éloignant en faisant crisser ses pneus. Laura s'élança dans le couloir. Je la suivais. Je me souviens encore de sa silhouette se figeant en arrivant au seuil de la terrasse et le cri déchirant qu'elle poussa en se précipitant sur Ettore. « Ettore !» Dans mon dos, Franco cria. « Papa !» Il me bouscula et disparut brièvement de mon champ de vision. Arrivé dernier sur la terrasse, je découvris la scène qui s'offrait sous mes yeux. Le papa, qui s'était levé, avait tiré la nappe avec lui en tombant. Celle-ci était couverte d'éclaboussures rouges. Les verres et la bouteille de grappa avaient explosé en tombant, éparpillant des morceaux de verre tout autour de son corps. Mon père était allongé au sol, sans vie. Agenouillé devant son corps,
Laura, en larmes, murmurait en boucle. Sentant ma présence, elle tira prestement un coin de la nappe pour couvrir le visage de mon père, et comme je l'appris des années plus tard, pour me cacher la vision de sa mâchoire broyée par une balle tirée par l'un des tueurs. Franco n'eut pas cette chance. Giuseppe était toujours assis, ou alors était retombé dans son fauteuil en tentant de se lever. Le sang s'écoulait toujours des plaies créées par les multiples projectiles qu'il avait encaissés. Franco tremblait de tout son être. Il tenait une main de son père et sanglotait doucement. Je ressentis et ressens encore ce grand vide qui prit le contrôle de mon esprit et de mon être. Je contemplais cette horrible scène comme un observateur, sans émotion. La mamma qui s'était relevée et tentait d'entraîner Franco qui s'accrochait à la main de son père, me fixa sans comprendre. Je sentis que je devais réagir et laisser enfin la peine m'envahir. À mon tour, je me penchai vers la nappe ensanglantée qui recouvrait le corps de mon père, saisissais sa main qui dépassait, sa main que j'embrassais et serrais fort contre moi. De ce qui suivit, je n'ai aucun souvenir, si ce n'est que ce fut la dernière fois que je fus Franco, qui disparut soudain de notre vie, après l'avoir si joyeusement accompagné toutes ces années qui avaient précédé le meurtre de nos pères. Mon oncle, Cesare Ricci, le frère de la mamma, avait finalement quitté le village pour venir à son tour s'installer en ville avec mes deux cousins, Gianni et Tito. Au village, mon oncle exploitait ses champs d'oliviers. À Gioia Tauro, il exploitait une main-d'œuvre misérable en recherche de travail. C'était un homme sec et sévère, mais qui savait se montrer généreux avec sa famille et ceux qui lui témoignaient du respect. Il nous prit sous son aile. Gianni et Tito, mes cousins. Comment résumer deux personnalités aussi opposées? Gianni était un tricheur, une teigne, un mauvais caractère, jamais satisfait, toujours jaloux d'autrui. Tito, lui, était un rêveur, et je m'entendais bien mieux avec lui, quoiqu'il fût mon Benjamin de 3 ans. Gianni était né quelques jours avant moi. Vous savez, cette compétition entre femmes d'une même famille, à savoir quelle branche de l'arbre généalogique de la présente génération assurerait la naissance du premier enfant, si possible, un garçon. Gianni avait gagné, et ne se privait jamais de rappeler qu'il était notre aîné. Non pas que nous lui disputions cet insigne honneur, trop heureux que nous étions que ce rappel le conforte à chaque fois, et qu'il se calmât devant nos mines soumises. De cette époque confuse dans ma mémoire, j'étais si jeune, ce dont je me souviens, c'est que Don Ricci, mon oncle, vint à notre secours et nous mit un temps à l'abri du besoin en versant une rente à la mamma, après qu'il eut repris l'usine de papa et de Giuseppe, jusqu'à sa faillite quelques mois plus tard. La mamma, qui n'avait plus travaillé depuis sa rencontre avec mon père, trouva un emploi au service blanchisserie de l'hôpital de la ville. Nous dûmes quitter la maison pour nous installer dans une de ces barres d'HLM construites pour faire face aux demandes de logement à la suite du Pacchetto Colombo. Je racontais à nos voisins que les cadres métalliques de nos fenêtres avaient été fabriqués dans l'usine de mon père, probablement pour me différencier des autres locataires de l'immeuble et tenter ainsi d'oublier notre déchéance. Malgré le malheur qui s'était abattu sur nous, une chose n'avait pas changé. C'était la présence obligatoire à l'école et l'attention que la mamma portait toujours à mes devoirs et plus globalement à mon éducation. Franco n'était plus là pour m'aider et cela se ressentait dans mes résultats scolaires. Heureusement, nous dînions 2 fois par semaine chez mon oncle, ce qui me permettait de rentrer directement de l'école à chez lui et d'échapper à la case devoir. Mon oncle, qui avait conservé de son passé un attachement pour autrui au travail manuel, faisait exception parmi les familles calabraises concernant l'éducation, en n'encourageant guère mes cousins dans cette voie. Il préférait les travaux pratiques. Gianni était régulièrement absent en classe le matin, trop occupé à décharger les cajots des maraîchers les jours de marché. Une occupation que mon oncle m'invita bientôt à suivre, ce qui, au vu de mes résultats scolaires, me parut une voie sensée à adopter. Lorsque les maraîchers et autres vendeurs débarquaient tôt le matin, avec leurs carrioles ou camionnettes pour les plus fortunés, une horde de gamins se précipitait pour les aider à décharger et récolter pour leur service
quelques pièces. La compétition était rude, car il y avait plus d'offres que de demandes. Gianni, avec son physique et son sale caractère, réussissait toujours à se placer. Il me fallut plusieurs semaines et une bonne taloche de mon oncle pour qu'enfin je trouvais la niaque nécessaire pour me faire une place et, petit à petit, en imposer suffisamment aux autres mômes pour être respecté. Ce premier contact avec le monde du travail développa une faculté de ma personnalité qui compta beaucoup plus tard dans ma vie. Je faisais précisément ce que l'on me demandait sans jamais poser de questions. Là où les autres jacassaient, se trompaient régulièrement d'éventaires provoquant la zizanie entre marchands, moi, je portais mes cajots sans discuter, sans erreur, sans bavardage avec les autres commis, et je revenais prendre les ordres suivants. Si bien que je devins le stakhanoviste du marché. Je n'appris cet adjectif qu'ultérieurement. Les maraîchers ne s'y trompèrent pas et se disputèrent bientôt pour m'accaparer. En retour, je reçus un peu plus de pièces que les autres, frustrant Gianni qui commit l'erreur de se plaindre à son père. Cela lui valut une paire de claques sonores au titre que dans la vie, se plaindre n'était pas digne d'un homme et qu'il ne serait toujours qu'un crétin prétentieux. Ces mots durs furent porteurs d'un profond ressentiment chez Gianni, qui aurait des années plus tard des conséquences sur notre relation. Mais l'essentiel n'était pas là. La plainte de Gianni attira l'attention de mon oncle sur ma personne, et il se mit en tête d'assurer mon éducation aux grandes dames de sa sœur, ma mère. Je venais d'avoir 13 ans. Ce matin de printemps, l'air était encore frais, le ciel bleu sans l'ombre d'un nuage. Les premières clientes parcouraient les allées du marché tandis que nous finissions de distribuer la marchandise sur les étals que préparaient les marchands. La mama débarqua à l'improviste et me surprit en train de décharger la camionnette du père Cadogne, un cultivateur bourru mais qui payait bien. La main de Laura se posa sur mon épaule alors que je soulevais un lourd sac de pommes de terre. « Giorgio !» À cette voix, je sursautai et, de surprise, lâchai le sac. Quelques pommes de terre roulèrent sur le sol. « Je t'ai déjà interdit de travailler les jours de classe. Mais maman, mon oncle m'a demandé... Basta, je suis ta mère. Fais ce que je te dis, file au collège. » Dans son dos, trop heureux de me voir en difficulté, Gianni grimaçait, imitant les gestes de Laura à mon encontre. Je souriais. « Ça te fait rire !» Puis réalisant soudain, elle se retourna et gifla Gianni. « Et toi, au lieu de faire le clown, tu devrais le suivre. » Elle sortit de son cabas mes livres, un cahier et ma trousse qu'elle me tendit. « Vaille, et que je ne te retrouve plus jamais ici les jours d'école. Qui va décharger mon camion si vous le renvoyez? Vous ?» L'intervention malheureuse du père Cadogne exaspéra la mame. « Et quoi encore? Il n'y a pas assez de chômage pour les adultes pour que vous fassiez travailler au noir des enfants qui devraient être en classe à cette heure-ci? Honte à vous! Avanti, Giorgio, je t'accompagne. » Et tandis que nous traversions le marché, moi, la tête basse et Laura encore remontée, nombre de mères hochaient la tête en signe d'approbation à la diatribe de ma mère. Le soir même, mon oncle débarqua dans l'appartement. Il entra sans avertissement, déposa son chapeau sur la patère de l'entrée. Laura préparait notre dîner dans la cuisine. Il referma la porte derrière lui, ce qui ne m'empêcha pas d'entendre leur échange. « De quel droit te permets-tu de gifler mon fils ? Gianni se moquait de moi derrière mon dos. Tu ne portes plus jamais la main sur l'un de mes enfants, tu m'entends ? Quelle éducation leur donnes-tu, Cesare ? Tito ne sait toujours pas lire et Gianni est un cancre. Mes enfants reçoivent l'éducation dont ils ont besoin pour leur vie future. Tu n'as pas à t'en mêler. Ni toi de celle de Giorgio. L'école doit l'aider pour qu'15 jours, il puisse quitter cette province avec un vrai métier. Ton fils est né ici et il vivra ici. Et il mourra comme son père, c'est ça son futur ? Justice a été rendue pour ton mari, Laura. Quoi ? Capisci, no ? Devant l'incompréhension de sa sœur, il poursuivit. Ce qui devait être fait est accompli. Réalisant la portée des paroles de son frère, Laura se ressaisit. Je ne t'ai rien demandé, ni à toi, ni à personne. Tu as tort, Laura, de ne pas m'être reconnaissante pour avoir vengé Ettore. Le petit, lui, il l'est. Quoi ? Tu lui as dit ? Un homme doit savoir ces choses. La mama explosa de colère. Cesare, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas fait ça. Comment oses-tu raconter de telles choses à un enfant ? La voix de mon oncle résonna dans l'appartement. Giorgio ! J'entrai, penaud, dans la cuisine. Dimmi ragazzo,
Est-ce que tu aimes ton oncle? Si, zio. Et pourquoi? C'est un homme bien. Et pourquoi c'est un homme bien? Il a tenu sa promesse et a vengé mon papa. Alors, Laura, tu vois? Ton fils, c'est un vrai petit Calabrais. La maman me fixa et je baissai les yeux en signe de soumission. Giorgio, va dans ta chambre, nous parlerons plus tard. Toi, Cesare, je ne veux plus te voir approcher mon fils. Tu m'entends? Capito? Tu perds ton temps, Laura. Ton garçon a besoin d'un père et il m'appartient de l'élever. Il sortit, sans un mot de plus. Retrouvez Giorgio dans les romans Le Calabrais et La Malédiction calabraise, la suite de la trilogie calabraise, disponible sur le site des éditions Spinel et sur mon site avigne.com.